Bonjour, bienvenue à cette 26e web émission. Encore une fois, cette semaine, on va répondre à plusieurs questions. Donc, moi-même, Philippe Veilleux, ainsi que mon collègue Aaron Lani, gestionnaire de portefeuille chez Medici. Bonjour, Aaron. Salut Philippe. Donc, on va débuter avec notre première question, notre premier bloc de questions, en fait, qui sont des questions à rafale sur différentes Oui, entreprises. 30 secondes par entreprise, c'est ça mon but. Parfait. On a Michel qui se demande Trade Desk. Qu'est-ce qu'on pense de ça, de Trade Desk? Alors, Trade Desk, eux autres, ils font un logiciel pour faire de la publicité en ligne pour des agences. Donc, il y a deux éléments qui nous refroidissent. Premièrement, il y a une tendance de fond où ce que les gros joueurs Internet, Facebook, Google, Amazon, sont en train de refermer leur écosystème par rapport à cause de la réglementation. Donc, c'est moins bon pour des joueurs comme Trade Desk qui dépendent d'eux autres. Deuxièmement, l'évaluation nous semble déraisonnable, donc 14 fois les revenus, puis proche de 100 fois le bénéfice par action. Ça, c'est extrêmement cher. Oui, donc on passe. Et est-ce que c'est la même chose pour Maxar? Alors, Maxar, eux autres, ils conçoivent de A à Z des satellites. Ça a changé de nom. Hein? Ça s'appelait... McDonald Detwiller. OK, oui, C'est exactement. Ça. Ils ont changé de nom. Ils ont fait une très grosse acquisition fin 2017 et ils ont pris beaucoup de dettes. Et en ce moment, ça semble moins bien aller. Soit qu'ils ont des problèmes d'intégration ou ils ont payé trop cher, donc ils ont pris des radiations là-dessus. Et le titre a vraiment mal réagi à ça. Donc ça, mélangé avec le fait qu'ils ont de l'endettement, puis en plus, il y a un vendeur à découvert sur leur dos, ça fait que le titre a perdu 70% de sa valeur. Donc, je dirais à Carole, il faudrait faire une analyse plus approfondie pour voir est-ce qu'ils peuvent passer à travers ces moments difficiles-là. Si oui, probablement, Carole va faire de l'argent. OK. Donc, trop cher. Sinon, ça pourrait mal aller. Trop risqué, c'est ce que tu dis. En gros, oui. NVIDIA. NVIDIA aussi, c'est trop risqué. Eux autres, ils font des cartes graphiques pour jeux vidéo. Historiquement, ça a été ça leur business. Puis ils sont bons là-dedans. Oui, ils sont reconnus, ils sont quand même reconnus. Ils se sont lancés dans les dernières années dans des microprocesseurs pour centres de données, pour véhicules intelligents. Le problème, c'est qu'ils sont dans une industrie qui change tellement rapidement que c'est difficile de faire des prévisions même sur 5 ans. Donc, on ne sait pas si un concurrent comme AMD, par exemple, va sortir des meilleurs microprocesseurs plus performants. Donc, la performance de ce qu'ils font, là, leur technologie, change tellement rapidement que c'est trop difficile de prévoir. C'est difficile d'évaluer si leurs avantages concurrentiels sont durables. C'est ça, en conclusion. La sonde, ça, on connaît bien ça. C'est ceux qui font les jus Oasis. Oui. Alors, la sonde, eux autres, ils ont leur propre marque comme Oasis. Ils font aussi la fabrication pour des marques privées comme les No Compliments. Dans les dernières années, ils sont en train de faire des acquisitions aux États-Unis. Donc, c'est ça leur source principale de croissance. On pense que ça peut continuer. Donc, ils peuvent continuer comme ça. L'évaluation semble raisonnable, donc 15 fois le profit par action. Aussi, ils ont quand même un bon rendement sur le capital, 12-13 %. Alors, il y a une tendance de fond où ce que les gens veulent moins des jus sucrés. Parce que c'est moins bon pour la santé. C'est ça. Probablement qu'ils peuvent s'adapter à ça. Donc, ça revient peut-être, les avantages concurrentiels sont-ils vraiment là? Oui, parce que c'est pas bien compliqué de faire du jus, me semble. Oui, puis non. C'est sûr que quand je suis au Maxi, tu sais, que j'achète du Oasis, du Tropicana, c'est pas mal la même chose. Finalement, c'est déterminer est-ce qu'ils ont un avantage de production à plus bas coût que leurs concurrents. Ça serait ça qu'on essaierait d'approfondir. Mais à première vue, ça semble intéressant. Parfait. Puis pour terminer, Linamar, ça, je connais moins ça. Linamar, eux autres, ils font des composantes qui vont rentrer dans des véhicules neufs. Donc, ils vont vendre à Ford, GM, Volkswagen. Ce qu'on n'aime pas, c'est que c'est une industrie extrêmement cyclique. Donc, en récession, les ventes de véhicules neufs, ils vont chuter. Alors, par ricochet, leur vente aussi chute. C'est ça, leur vente chute, profit chute. Ce qu'on dirait à Yannick, c'est que le titre peut sembler pas cher en ce moment, mais c'est probablement parce qu'on est dans un haut cycle. Alors, ce qu'il faut dire à Yannick, c'est qu'il faut qu'il attende que vraiment qu'on soit dans un bas de cycle, alors que tout va mal, que les ventes chutent, le profit chute.
que les gens ne veulent plus détenir cette entreprise-là, c'est là que Yannick va faire son argent en achetant à ce moment-là. Ces entreprises-là là, qui sont très cycliques, il faut quand même qu'il y ait le bilan pour être capable d'absorber une chute du volume de vente. Oui, c'est un bon point. J'ai pas passé beaucoup de temps à regarder le bilan, mais il faudrait effectivement voir si on a trop de dettes, c'est pas bon. Puis juste une dernière chose à dire, chez Medici, nous autres, on préfère des distributeurs de pièces pour véhicules usagés. Parce que justement, c'est pas cyclique. Dans une récession, les ventes vont même en bénéficier. Les gens réparent leurs véhicules au lieu d'acheter des nouveaux véhicules. Beaucoup plus facile à prévoir. Deuxième question. Alors, Marc nous demande, en provenance de quel compte est-ce qu'il devrait effectuer ses décaissements à la retraite? Oui, c'est une question qui revient souvent, là. Les clients ont différents contenants, ils ont leur compte non enregistré, leur compte REER, leur compte CELI, des fois ils ont un compte de gestion, et là ils se demandent à partir de quel compte est-ce que je retire en premier pour maintenir mon niveau de vie à la retraite. Y a-t-il une règle de pouce? J'aimerais ça, Aaron, qu'il y ait une solution magique. Là. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a différents critères à analyser. Est-ce que le client a d'autres sources de revenus? C'est quoi son taux marginal d'imposition? Est-ce qu'il y a des projets à venir? C'est quoi la répartition de ses actifs dans les différents comptes? Donc, il y a trop d'éléments à tenir en compte pour avoir une formule miracle. Mettons un exemple. Là, moi, je suis retraité puis je reçois des rentes là, de mon employeur. Oui, si le niveau des rentes est élevé, disons là, que la personne elle a un gros revenu de vente, son prochain dollar gagné va être fortement imposé, ça vaut peut-être moins la peine à ce moment-là de retirer des REER et de bénéficier de l'avantage que procure le REER, soit celui de reporter notre impôt à travers le temps. Maintenant, disons qu'on prend cette même personne-là ou ce même couple-là, si jamais ils ont comme projet de faire un décaissement important, exemple, acheter un chalet de 300 000 puis qu'il y a à peu près 300 000 dans leur compte non enregistré, là, peut-être qu'on leur recommanderait de conserver cet argent-là dans leur compte non enregistré puis de commencer à décaisser de leur REER tout de suite pour éviter d'avoir à retirer un gros montant de leur REER un seul coup au moment où va venir l'achat du chalet. OK. Donc, c'est du cas par cas. Puis, je t'ai menti, Aaron, il y a quand même quelques règles qu'on peut respecter. Entre autres, exemple, si on a un petit compte dans une société de gestion qu'on n'accumule plus là-dedans, ça vaut peut-être la peine de se débarrasser de ça pour ne pas avoir à payer le comptable pour faire notre rapport annuel, puis tous nos frais de maintien pour cette structure-là. Vérifiez vos tables d'imposition. On sait que à peu près les 15 000 premiers dollars qu'on gagne sont peu ou à peu près pas imposés. Donc, si vous n'avez pas de revenus, peut-être de retirer un peu de REER pour venir combler cet espace-là qui est libre d'impôt. Mais si on revient à la base, qu'est-ce qui est même plus important que les décaissements? Oui, bonne question, parce que souvent, c'est parmi les premières questions qu'on se fait poser. Comment est-ce que j'optimise ma situation fiscale? La première question que la personne devrait se poser, c'est est-ce que mon portefeuille est bien géré? Quelle est mon espérance de rendement à long terme? Donc, ça, la meilleure façon de le savoir, c'est quand votre gestionnaire de votre portefeuille vous fait une bonne reddition des comptes et qu'il vous démontre votre rendement consolidé avec un barème de référence. Là, vous êtes en meilleure position de prendre la décision si oui ou non votre gestionnaire livre la marchandise. Donc, est-ce que le rendement est bon? Puis, c'est quoi mon pourcentage de décaissement? Est-ce qu'il est soutenable à long terme? Donc, ces deux éléments-là sont primordiaux après ma barre pour s'assurer de savoir si vous allez avoir des décaissements qui vont être soutenables à long terme. Un coup que ces deux éléments-là sont en contrôle, là, on peut commencer à avoir du fun puis optimiser la situation fiscale du client. Parfait. Dernière question qui nous provient de David qui se demande, bien que c'est imprécis, comment est-ce qu'on fait pour estimer la valeur intrinsèque d'une entreprise? Oui, c'est une question qui revient souvent, Philippe. Et puis, il y a peut-être deux facettes à la réponse. Premièrement, là, la mécanique derrière le calcul est assez simple en tant que telle. C'est qu'on va faire une projection des profits futurs de l'entreprise, puis on va simplement additionner ces profits-là. Puis... mais si j'additionne les profits des 100 prochaines années, ça va me faire un super gros montant. Là. Bon, c'est ça, c'est une bonne question. Il y a un attrape à ça. C'est qu'un profit futur, c'est incertain. Alors, on va venir appliquer un taux d'escompte. Donc, plus le profit va être loin dans le temps, plus le taux d'escompte va être élevé. Donc, un profit de 1 $ dans 10 ans, aujourd'hui, ça va peut-être être 10 cents. T'sais. Alors, on va faire ce processus-là, mais ça, c'est vraiment la dernière étape. Fait que je viens de livrer la conclusion. Là.
avant d'arriver à ce calcul-là, on va vraiment passer une centaine d'heures à bien comprendre le modèle d'affaires. C'est quoi la proposition valeur de l'entreprise? On va regarder sa performance financière historique, son rendement sur le capital, ses avantages concurrentiels. Parce que tout ça va nous informer sur sa capacité à croître dans le futur. Surtout les avantages concurrentiels. Une business qui n'a pas d'avantages concurrentiels, c'est beaucoup plus difficile à prévoir les profits futurs. Elle pourrait perdre des parts de marché, elle pourrait ne pas être en mesure de réinvestir son argent puis de continuer à croître. C'est ça, c'est une autre affaire. On va regarder est-ce que l'entreprise peut réinvestir ses profits. Y a-t-il assez d'opportunités de croissance? Également, on va regarder comment que le PDG est rémunéré. Est-ce qu'il est rémunéré à court terme? Si oui, ça peut peut-être être nocif pour des profits à long terme. On veut qu'il y ait l'intérêt des actionnaires à cœur. Ça, c'est sûr. Ensuite de ça, on va se demander qu'est-ce qui pourrait tuer l'entreprise. Il faut vraiment essayer de la faire mourir. Puis si on a de la misère à la faire mourir, eh bien, on va être intéressé. Alors, on va tout faire ce processus-là avant de vraiment calculer la valeur intrinsèque, qui sont les profits futurs, finalement. OK. Fait qu'il y a quand même énormément de choses à prendre en considération. Donc, c'est pour ça, puis David le dit bien, c'est imprécis comme évaluation de la valeur intrinsèque. C'est un art. C'est un art. Merci beaucoup, Aaron. C'est ce qui conclut notre 26e web émission. Je vous remercie encore de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous envoyer vos questions sur notre page Facebook ou encore par courriel au info@gpsmedici.ca. Merci.